Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez épineux. C'est cette tendance qui gangrène le débat public, l'utilisation de mots comme nazi ou fasciste. Des mots qui ne sont plus là pour décrire une réalité historique, mais qui sont devenus des simples insultes. On va voir ensemble pourquoi c'est un problème majeur pour la santé de notre vocabulaire politique et donc de notre démocratie. On va commencer par une évidence, mais une évidence qui apparemment a besoin d'être rappelée. Auschwitz, ce n'était pas une réforme fiscale. Ces mots-là, ils ne sont pas anodins. Ils portent en eux le poids de l'extermination industrielle, de la torture, de la destruction totale des libertés. Les vider de leur sens, ce n'est jamais anodin. Voici le programme. D'abord, on va se rappeler ce que ces mots veulent vraiment dire. Ensuite, on verra des exemples très concrets de la façon dont ils sont détournés. Puis, on va analyser la stratégie qui se cache derrière tout ça. Et enfin, on parlera du danger, le vrai danger de cette banalisation. Allez, c'est parti. Avant de juger comment ces mots sont utilisés, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce qu'ils désignent. Alors, revenons un peu aux faits, à l'histoire. Ça ne fait jamais de mal. Le nazisme, attention, ce n'est pas juste une opinion. C'est une doctrine du meurtre de masse. C'est une organisation, une industrie, une bureaucratie au service de l'extermination. Derrière ce mot, il y a la Shoah, il y a les camps. Il y a une véritable rupture dans l'histoire de l'humanité. Et le fascisme alors ? Qu'on pense à l'Italie de Mussolini ou à l'Espagne de Franco, l'idée est la même. C'est la démolition de l'état de droit. C'est le moment où la matraque remplace le bulletin de vote, où la censure remplace la critique et où la violence politique devient la règle du jeu pour prendre le pouvoir et le garder. Et pourtant, malgré cette charge historique écrasante, on assiste à une inflation complètement folle. Ces mots, qui décrivent des horreurs absolues, sont devenus des munitions courantes pour disqualifier n'importe quel adversaire, les vidant complètement de leur substance tragique. Bon, maintenant, passons aux exemples concrets, récents. Et là, on va voir à quel point le décalage entre le mot utilisé et la réalité est devenu vertigineux. Ça n'est presque absurde. Premier cas, et pas des moindres. On parle ici de journalistes. Leur prime, porter une cravate, se maquiller et faire leur travail en posant des questions sur un plateau de télévision. Et pour ça, hop, on les traite de nazis. La disproportion est juste totale. Mais là où ça devient vraiment pervers, c'est que cette expression « nazi à petits pieds », elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de Simone Veil. Oui, Simone Veil, rescapée d'Auschwitz. Quand elle utilisait ces mots, elle parlait de militants d'extrême droite violents. Appliquer ces mots à elle à des journalistes, ce n'est plus de l'exagération. C'est une manipulation de la mémoire d'une victime de la Shoah. Deuxième exemple, tout aussi parlant. Un jet de farine pendant un meeting. Alors, l'acte en lui-même est évidemment inacceptable dans un débat démocratique, on est d'accord. Mais la réaction immédiate, la qualification, c'est celle d'une attaque néo-nazie. Juste, remettons les choses à leur place 2 secondes. Les vrais néo-nazis, ils incendient des foyers, ils profanent des cimetières, ils tuent. Ici, on parle de farine. En utilisant ce mot pour cet acte, on ne fait pas que dramatiser. En fait, on ridiculise le mot lui-même, on le vide de son sens. Et là, on atteint des sommets d'ironie. On invoque la mémoire des partisans italiens, des résistants qui ont risqué leur vie, qui ont été torturés et tués pour leur combat, pour justifier des insultes contre des adversaires politiques dans une démocratie. C'est une sorte de parasitisme de la mémoire. C'est indécent. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi faire ça ? C'est juste de la maladresse ? Des mots qui dépassent la pensée ? En fait, non, pas du tout. Il s'agit bien d'une stratégie consciente avec un objectif très précis. Le mécanisme est d'une efficacité redoutable. On accuse quelqu'un d'être un fasciste, immédiatement, on ne discute plus de sa réforme, de son budget, de sa loi. Non, on l'oblige à se défendre, à prouver qu'il n'est pas un monstre. Le débat d'idées, évaporé, remplacé par un procès en sorcellerie. C'est un tour de passe-passe pour tuer le débat. Et c'est là que ça devient glaçant. Parce que traiter quelqu'un de nazi, ce n'est pas juste une insulte. C'est le sortir du champ de l'humanité. C'est le présenter comme un mal absolu. Et face au mal absolu, eh bien, peut-être que tout est permis. L'histoire nous l'a appris de la plus tragique des manières. Le chemin vers la violence physique commence presque toujours par les mots. Avant le génocide au Rwanda, on a traité les Tutsis de cafards. Ces mots qui déshumanisent, ils préparent le terrain pour la violence. Ils la rendent pensable. Et ce n'est pas que de la théorie. Quand des personnalités politiques décrivent des groupes violents comme étant essentiels dans la lutte contre le fascisme, ce vocabulaire peut créer les conditions pour que la violence physique soit vue non plus comme un crime, mais comme un acte de résistance légitime. On arrive maintenant au dernier point, et c'est peut-être le plus grave. Quel est l'effet à long terme de cette inflation verbale sur notre capacité, à tous, à identifier le vrai danger ? C'est le grand paradoxe. À force de voir du fascisme partout, chez un journaliste, dans une réforme des retraites, on finit par ne plus le voir nulle part.
Ceux qui se présentent comme le rempart ultime contre le fascisme sont en réalité les meilleurs alliés de sa banalisation. Ils usent d'alarme jusqu'à la corde. Pourtant, les historiens ont établi des critères très clairs pour définir le fascisme. On parle de nationalisme radical, de culte du chef, de rejet de la démocratie, d'usage de la violence politique, de racisme biologique. On ne parle pas d'une politique économique avec laquelle on n'est pas d'accord. C'est un système total. Ignorer ça, ce n'est pas une opinion politique, c'est de l'inculture historique. La conséquence, elle est simple et terrifiante. C'est l'histoire de Pierre et le loup. On crie aux fascistes pour un rien. L'alarme sonne en permanence dans le vide. Le jour où un vrai danger, un vrai mouvement néofasciste se présentera, quel mot nous restera-t-il? Si des journalistes sont déjà des nazis, comment est-ce qu'on nommera la vraie menace? Attention, le but ici, ce n'est pas de faire taire la critique, bien au contraire, c'est un appel à la responsabilité. On peut et on doit combattre des idées avec force, mais sans avoir besoin de convoquer les fantômes des chambres à gaz. C'est une question de sérieux, de respect pour les victimes et de lucidité pour notre avenir. Et voilà, tout est là. Le débat démocratique, ça demande de voir en l'autre un adversaire, pas un ennemi à éliminer. Quand on franchit cette ligne, quand on commence à déshumaniser l'autre par les mots, on quitte le terrain de la politique, on entre dans une zone sombre. Un terrain que ceux qui ont vraiment combattu le fascisme auraient identifié immédiatement avec effroi comme étant celui de leurs propres amis.